Allez, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions. Donc, nous poursuivons nos auditions du jour en recevant Madame Nadège Bosson-Diagne. Vous êtes comédienne et vous avez contribué en 2018 à Laisser noir n'est pas mon métier. Et depuis, vous êtes une alerte permanente sur les questions de discrimination dans le monde de la culture. Monsieur Abdel Hakim Didan, vous êtes comédien et metteur en scène à la tête de votre propre compagnie Draoui Productions et vous avez récemment publié une tribune dénonçant le racisme dans le monde du théâtre et du cinéma. Bonjour à vous deux, je vous remercie vraiment très chaleureusement, alors je me permets d'insister vraiment, d'avoir voulu vous prêter à l'exercice parce que je sais que c'est pas facile, mais nous manquons de témoignages de racisme dans le monde de la culture et donc merci de nous en livrer. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Le racisme est évidemment une violence, mais ça, il n'y a pas de doute, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui. Quel état des lieux faites-vous de vos milieux professionnels respectifs? Quelle politique devrait-elle être mise en œuvre pour en finir, ou du moins pour diminuer cette violence? Madame Bosson-Diagne, subissez-vous une forme de double peine en tant que femme et racisée? J'imagine que vous allez nous l'expliquer. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges durant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure » et à éteindre votre micro. Il y a un petit bouton juste devant le micro. Non, voilà. Ça, c'est la personne qui n'a pas mis ses lunettes. C'est ça. Donc, si vous pouviez lever la main droite, dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Et d'éteindre votre micro. Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire. Qui souhaite commencer? Vas-y. Allez-y, pardon. C'est ce qu'on se connaît. Oui, c'est tout le tutoiement. T'es épilé comment en bas? Ticket de métro ou pas? À Bamboula, vos personnages vont vraiment bien ensemble avec Ludo. Tu peux faire plus si y a Bombanania? T'habites Porte de Champéret, je peux venir te voir le soir quand je promène mon chien. Mais faut être discret, je suis mariée et en tant que star télé, faut faire attention aux paparazzi. Après, quand ma femme est pas là, j'ai une piscine chez moi. On t'a déjà baisé dans une piscine? Ouais, je suis ton boss, mais tu pensais quand même pas que je t'avais invité à déjeuner pour parler boulot? Tu couches aussi avec des blancs? Regarde dans quel état tu me mets. Tu me fais bander dur. Tu veux pas t'asseoir sur ma bite avant le tournage? Ah, ta mère aussi, elle est bonne, c'est un truc de famille. Ouah, ce cul. Bah, t'étonnes pas que les mecs aient envie d'y mettre les doigts. Ma tigresse, tu dois être bien chaude au lit, toi. On t'aurait bien donné le premier prix, mais t'es noire, donc tu feras pas carrière. T'es tellement intelligente, t'aurais mérité d'être blanche. Ce qui est chiant avec vous, les Renois, c'est que quand vous nous sucez, avec vos tissages, bah c'est relou quand on vous tient par les cheveux. Quand je te regarde avec ton afro, ben ça sent le monoeil à la télé. C'est vraiment du gâchis. Ton mec, le musicos, il est malvoyant, donc il te voit pas vraiment. Avec un corps pareil, c'est con, moi j'aurais... Tu vois, avec moi, ça aurait pas été comme ça. Eh mais du coup, tu peux le tromper, il verra pas. Il sait que t'es noir, comme il te voit pas. Bon, la répétition, elle était super, hein, bravo. Mais t'aimes la sodomie? Si pour Noël, je t'offre un string rouge, c'est déplacé? Si je paye ton loyer, tu couches avec moi? Si je t'offre des diamants, tu couches avec moi? Vous, les Sénégalaises, c'est dingue comme vous adorez vraiment les chaussures. T'as dû te fermer beaucoup de portes, t'as pas laissé d'ambiguïté avec les hommes avec ta grande gueule. Bon, ça va, je t'ai touché rapidement les seins, tu vas pas faire chier pour ça. T'es Eya Aïdara, toi, c'est ça? T'es Aïssa Maïga, toi, c'est ça? T'es Amandine Gay, toi, c'est ça? T'es Sarah Martins, toi, c'est ça? T'es Sandra Nkake, toi, c'est ça? Ta voix grave, ça fait vraiment travelot. Tu veux pas la changer? Sinon tu parles africain? Bon bah ok, c'est la photo d'une autre actrice dans le journal pour illustrer un article sur toi. Mais le principal, c'est que la critique sur toi soit géniale, non? Ouais bon, ils ont confondu deux noirs, mais ça aurait pu arriver aussi avec deux blondes. Si tu t'es fait agresser sexuellement par cette productrice, c'est que t'as encore des trucs à régler. Je veux dire, tu t'es fait violer enfant, bah c'est que tu cherches un peu, non? C'est vraiment pas féministe de porter plainte contre une femme. Si les policiers t'ont cru quand t'as porté plainte,
Bah c'est parce que t'as joué la commissaire Douala dans Plus belle la vie. Je savais pas qu'on n'avait pas le droit de toucher les cheveux des noirs. Ben ouais, moi j'ai pas beaucoup de cheveux, donc quand je vois ta grosse touffe là, bah tu vois, ça me donne envie d'y mettre les mains. Je peux pas avoir mis la main sur ton sexe, comme tu dis. Je suis pas lesbienne. Une main sur la chatte entre amis, ça va, on va pas porter plainte pour ça. Oh, ça va, toutes les femmes ont été violées. Bon, je t'ai coupé au montage, ok. Mais c'est pas parce que t'as pas voulu coucher avec moi, hein. Sinon, tu veux pas qu'on se voit en scred, juste comme ça? Attention, hein, c'est pas une story. On n'a jamais vu quelqu'un qui voulait rompre un contrat. 12 000 €, c'est pour le préjudice moral. On t'a pas choisi parce que t'étais noir. Et je te rappelle qu'à la base, tu devais avoir qu'un petit rôle. On t'offre un second rôle, et pour nous remercier, tu pars tourner un rôle principal pour une série. Ouais, ok. On te fait pas faire de promo, et t'es moins payé que les autres. Mais faut comprendre qu'il y a les stars, et justement, il y a les autres. Ouais, on sait, ton partenaire de jeu te regarde par le trou de la serrure quand tu te déshabilles dans ta loge. Oui, on sait, l'autre actrice a exigé que t'aies qu'une chanson et pas de solo de danse. Oui, on sait, elle t'a poussé pour te faire tomber, bon, bah ça va, t'as qu'une entorse. Oui, allez, on sait. Tu chouines tous les jours dans ta loge parce que t'es harcelé. Mais qu'est-ce que vous pouvez être victimaire, vous? Mais comment te le répète? On t'a pas choisi parce que t'étais noir. Donc, c'est 12 000 € si tu veux partir. Ouais, et en une seule fois, hein. Et pour info, je te grille dans tout Paris. Tu travailleras plus, ma pauvre fille. Et lettres recommandées tous les jours. Ta production de télé, je vais les appeler pour qu'ils te prennent pas. Et quand tu voudras rejouer au théâtre, j'appellerai la production pour leur dire que s'ils te dégagent pas, je leur ferai pas faire de promo dans mon émission. Ah ouais, attends. Et toutes les fois où je devrais te présenter dans mon émission, je dirai pas ton nom. Je dirai le nom de toutes les personnes qui sont là, mais je dirai pas ton nom. Je suis le roi de la télé, moi, ma pauvre fille, toi, t'es rien. Et sache que ta metteuse en scène, elle dira plus bonjour jusqu'à ton départ, c'est pas nécessaire. Je te répète, on n'a jamais vu quelqu'un qui voulait rompre un contrat, jamais. Quand tu seras Beyoncé, tu pourras avoir des exigences. Alors oui, bon, ok, le personnage s'appelle Blanchette, c'est parce que Michel, tu vois, il est sur le plateau, et il t'appelle Blanchette, Blanchette. Et puis quand t'arrives, bah ça fait marrer les gens. Moi, je déteste les Arabes. Non mais toi, ça va, t'es noir, mais les Arabes... Puis en plus, t'as les traits fins. Ta mère est métisse, c'est ça? Oui, ta grand-mère est blanche. Bah ça passe. Mais alors les Arabes, je peux pas. Non mais vraiment, je peux pas. Non mais rien à voir, je suis pas raciste, regarde, je t'aime bien. Mais bon, on la maquille pas trop belle, hein, quand même, hein. Mais comment ça, le fond de teint, ça va pas? Bah c'est celui pour Fermine Richard, c'est quoi le problème? J'ai tellement envie de sucer ton petit frère. C'est fou. Qu'est-ce qu'il est sexy. C'est vrai la légende des grosses bites? Florilège de ce que j'ai déjà entendu. Des extraits. Tout dire, j'aurais pas pu. Femme noire survivante du néant depuis plus de 30 ans. Théâtre, télévision, cinéma. Vous parle, mais déjà j'ai mal, déjà. Morte tellement de fois. Fantôme vivante devant vous, suis-je vraiment là? Je ne me tairai plus. Je ne me tairai pas. Prix à payer, je le connais déjà. Poids de la liberté, je le traîne avec moi. Femme noire survivante du néant, morte tellement de fois. Fantôme vivante devant vous, suis-je vraiment là? Je ne me tairai plus. Je ne me tairai pas. Entendre mon corps pleurer. Mes larmes laisser hurler. Apaiser ici-bas, révolution, trauma. Artiste aux 1000 voix, mes passions, mes grandes joies. Rêve de petite fille devenue réalité. Pensais jamais ma vie voir broyer. Déchiquetée, hypersexualisée, objetisée. Rêve dans les égouts jetés. Noir avant d'être moi, conservatoire déjà. Que les bonnes chez Molière, point de Juliette, Camille, brutalité amère. J'en parle pas à ma mère. J'ai 17 ans et toute une vie. J'ai 17 ans. Et c'est fini. Mais la guerrière en moi travaille. De violence en déni, les larmes en bataille. Instant de répit, Alain Maratra. Première pièce de ma vie, je suis choisie pour moi. Alors naïvement, j'ai soudain cru mon talent plus fort que d'être nu. J'ai 21 ans, premier cachet pas gâché. Point le temps de détailler tous les rôles que j'ai interprétés. Mais politiquement, je peux expliquer combien nos corps racisés sont exploités. Racisme et violence de notre société dans notre industrie en miroir bien reflété. Femme noire, la spécificité, racisme et sexisme au taquet, misogynoire de mes regrets. Chanceuse, j'ai travaillé, combien de sœurs ont renoncé. Malgré la douleur, malgré les traumas, je suis là. Savez-vous combien c'est douloureux de rabâcher pour elle, pour nous, pour moi, pour eux, corps paillasson pour essuyer domination de la société? Vous m'avez convoqué, j'aurais préféré être invité. Les mots ont un sens et un poids. Dans ce cas, il est lourd de nos traumas. J'eus espéré que cela allait changer.
Noir n'est pas mon métier, ouvrage collectif, nous avons livré. Merci Aïssa Maïga pour la sororité. Mais c'est une question politique. Je sais, ça gratte, ça pique. Pas une question d'éthique. Violence systémique, patriarcat erratique, manoirité, les oppressions, question des représentations liées à notre histoire. Dire que je suis noir, pas black, est un devoir. Esclavage, colonisation, capitalisme, besoin de certains corps à inférioriser pour exploiter avec cynisme. Organisation de domination raciste, en lettres d'or pour violence systémique, pas une question morale, suprématie blanche, rose pâle. Notre industrie du divertissement ne peut échapper au système de privilèges exacerbés. Ras-le-bol d'être essentialisé. Réfléchir à qui détient quoi, qui raconte quoi, qui gagne quoi, qui parle pour qui, pourquoi. Qui sont les décideurs de télévision? Qui sont les directeurs, directrices de théâtre? Qui sont les distributeurs de films? Qui dirige les festivals? Des miettes souvent seront distribuées au but de Chaumont du mépris pour nous calmer. Mais les rôles importants, sans préjugés, les récits inclusifs, bien racontés, sans poncifs, bien racistes sur ma main, peut compter. Noir avant d'être moi, je n'échappe pas au cliché plafond de verre, même si je ne veux pas. Je vous invite à contacter la brillante Marie-France Malonga. Ses travaux sur la question sont déjà là. À l'initiative du MeToo dans le cinéma africain, #même pas peur, avec Azata Soro, ma courageuse sœur, ma parole sur la pédocriminalité que malheureusement j'ai expérimentée, mes travaux, mes idées souvent copiées, voire exploitées, systématiquement effacées, jamais citées du MeToo du cinéma français. Actrice française violée trop loin, pas imaginée de visa avoir besoin pour être reconnue ici-bas comme victime de ce combat. Mais rassurez-vous, j'ai été violée ici, aussi, ben oui. Animateur télé, producteur, productrice, tutti quanti. Je ne suis pas une exception, une triste chaîne de ce maillon, faible mais forte, courageuse en bataillon. Je n'ai pas le choix, je me le dois. Le prix à payer est redoutable, ma vie déjà précarisée, lourd cartable. Femme racisée, je parle, j'ai payé. Mon travail a petit à petit diminué, pour finalement plus exister. Mais moi, je ne suis pas une privilégiée. On nous demande inlassablement de parler, sans jamais être politiquement écouté. Je ne travaille plus comme actrice. Je dis non au rôle stéréotypé. Je crée et joue ma propre pièce, Mon corps est une révolution. Je ne suis plus intermittente parce que je ne fais plus mes heures depuis des années. Je paie mes prises de parole en étant blacklistée. Je suis menacée de mort parce que j'aide à dénoncer des pédocriminels, des agresseurs du métier. Je suis surendettée parce que j'ai dû payer une production pour retrouver ma liberté qui, des années après, m'a fait virer d'un projet. Je n'ai pas gagné mon procès en tant que victime d'agression sexuelle contre une productrice blanche bourgeoise, relaxée, pas innocentée. Je n'ai pas pu aller à l'audience, en choc et réminiscence de trauma, après un an de crise, d'agoraphobie, quand, appelons-la Popiette, elle était à l'audience, accompagnée du gratin dauphinois du cinéma français, puis en interview dans un grand magazine. Moi, j'étais avalée par mon canapé en état de crise, tétanisée, idée de suicide à mes côtés, boulimie, dégoût de moi-même et autres joyeusetés. Je refuse d'éduquer sans être payée des blancs et blanches bourgeois, bourgeoises, adultes, qui ont accès à des ouvrages sur le racisme, la misogynoire, les différentes oppressions. C'est politique. Tout cela est politique. Je vous regarde, en silence. C'est politique. Écrire, c'est mon métier, ma passion. Mais ce texte-là m'aura coûté des larmes, des cris psychiques, des insomnies. Pourquoi? Citoyenne, je fais mon devoir. Ça, je le dois aux générations qui arrivent après moi. Déblayer la gravité violente des gravats, de ce métier qui m'anime mais des fois est douloureux quand il ne dépend pas de la dynamique interne de ma poésie trauma. Pour Ebony, qui à la Star Academy reçoit la mer de vomi des racistes ici-bas, pour Aya, Iseult, Noza, Aïssa, Camélia, Tatiana, Sandra, Candice, Djibril, Franck et ceux et celles que je ne cite pas. Je hurle, lève mon poing arc-en-ciel vers l'au-delà. Je ne fais qu'un constat et compte sur vous déjà pour écouter en allié. Ça serait un premier pas pour ne pas justifier l'horreur systémique de tout cela. Je vous invite à réfléchir à la question des quotas, qui a permis entre autres à plus de femmes d'être là. Je vous invite à réfléchir à une dynamique positive de casting inclusif avec des personnes dont c'est la problématique pour la mettre en place. Je ne viens pas d'un pays qui s'appelle la diversité, fourre-tout hypocrite dans lequel on peut tout trouver.
Je vous invite à travailler profondément sur les biais racistes avec lesquels vous avez été élevés pour ne plus les perpétuer. C'est un travail indispensable. Je vous invite, comme je l'ai fait depuis 2019, à travailler sur la question de la réception de la parole des femmes victimes de violences sexuelles dans les différentes productions, sachant que notre industrie obéit au droit du travail et ne doit aucunement bénéficier d'un traitement de faveur. Je vous invite à réfléchir à comment imposer au sein des différentes directions des personnes racisées compétentes et à les payer à la hauteur de leur travail. Je vous invite, à chaque fois que vous êtes les seuls blancs et blanches dans une pièce, à vous demander où sont les personnes racisées, où sont les personnes en situation de handicap. Je vous invite à vous demander pourquoi de toutes les actrices que vous avez entendues sur la question des violences sexuelles, aucune n'était racisée ou si peu. Et si vous ne perpétuez pas de la violence, de la discrimination et de l'invisibilisation, sachant que nous, femmes racisées, sommes plus victimes de racisme, sexisme et violences sexuelles, où sommes-nous dans cette commission? Le prix à payer pour cette parole est tel qu'elles ont plus à perdre qu'à gagner. C'est vrai, et je les comprends. Elles ont raison. Je pense à vous, mes sœurs. Nous sommes ensemble. Sur ce sujet, lisez impérativement l'article du journal La Déferlante des brillantes journalistes Christelle Murula et Estelle Njonjo. Nous, victimes de violences sexuelles, de racisme, de sexisme dans notre industrie et notre société, devrions être protégées, choyées et soulagées. Une partie de moi est morte avec la brutalité endurée dans la société et dans mon métier. C'est un fait. Cela le sera à jamais. Une tragédie grecque à l'heure d'Internet. Ce poids des abus subis, physiques, psychiques, cela a un prix. À chaque fois, effraction ressentie sur l'échelle de Richter en fracas, magnitude 1 milliard de traumas. La société devrait me dédommager pour la violence depuis que je suis née. Au lieu de cela, je ne fais que parler, 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 parler et encore parler. Quand la société ne nous écoute pas, piétine nos vies, nos traumas. Je paie mes soins psy pas remboursés, pas une collectivité de soins, c'est délibéré. Stratégie cynique d'inverser la charge des victimes et bourreaux qui se déchargent. Après ce texte-là, je ne parlerai plus. Je l'ai fait tant de fois en vain, suis vaincu. Ce n'est pas contre vous, c'est pour moi. J'ai miraculeusement réussi à être là. Maintenant, je repars en poésie, celle qui transforme la violence de ma vie. Pendant que nous pleurons sur nos souffrances, les puissants ironisent, produisent, gagnent de l'argent. Ô douce France, cher pays de mon enfance. Oui, je repars en poésie, mon désormais pays. Femme noire survivante du néant, morte tellement de fois, fantôme vivante devant vous, suis-je vraiment là? Je ne me tairai plus, je ne me tairai pas. Entendre mon corps pleurer, mes larmes laisser hurler, apaiser ici-bas, révolution, trauma. Chevalière des arts et des lettres récemment nommée, saute dans ma rutilante armure dorée, siffle mon nuageux fidèle destrier. Plus jamais peur, je ne vais pas m'arrêter. Kerry l'a déjà dit et je le redis. À l'échec pas condamné, milliards de fucking étoiles, combat à livrer. Merci beaucoup. Merci pour la force de ces mots. Monsieur Didan? Merci, Nadège. Ah, moi, c'est moi, pardon. Merci, Nadège. C'est dur d'enchaîner après ça. Mais je tiens d'abord à dire que je suis en tout cas très heureux et ému d'être là, moi, un enfant de l'un des quartiers les plus pauvres de Marrakech. J'ai pu surmonter plein d'obstacles pour justement que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Je suis très ému. Donc moi, je suis Abdelhakim Didan, comédien, metteur en scène et écrivain. Aujourd'hui, je veux vous parler non seulement de mon parcours, mais aussi des défis que j'ai rencontrés dans le milieu du théâtre. Un secteur qui, en dépit de ses belles promesses, peine encore à refléter la diversité de notre société. Je suis ici pour partager mes expériences et soulever les questions qui, je l'espère, feront avancer le débat sur la représentativité et l'inclusion dans la culture en général. Je suis arrivé en France le 16 septembre 2000. Ne parlons pas un mot de français. En parallèle de mes études universitaires, j'ai travaillé dans divers domaines: maçonnerie, restauration rapide, bagagiste à l'aéroport, assistant d'éducation dans un lycée et agent de sécurité.
avant d'obtenir mon master d'ingénieur mathématicien et d'entamer une carrière d'ingénieur dans le domaine spatial. Pourtant, un vide intérieur est apparu, me poussant à changer de direction pour me consacrer pleinement à mes passions, le théâtre, le cinéma, l'écriture et la poésie. J'ai intégré le Conservatoire de théâtre de Toulouse, où j'ai vécu une expérience intense et enrichissante. Mais rapidement, j'ai compris que mon identité de noir et arabe allait faire face à des murs invisibles, faits de stéréotypes, de racisme et d'invisibilisation. Ce fut un choc, mais aussi une prise de conscience qui m'a poussé à m'affirmer et à m'engager dans une lutte pour une autre vision du théâtre. Dans ma carrière, j'ai souvent été réduit à ma couleur de peau, à mes origines, comme si c'était le seul prisme à travers lequel on pouvait me voir. On me proposait des rôles de stéréotypés, de noir ou arabe. Et chaque rencontre semblait ramener cette idée que je n'étais rien de plus qu'un corps sans intellect. Le message était clair, ma présence artistique n'était pas suffisante. On me disait que pour avancer, il me fallait un partenaire blanc pour légitimer mon travail. C'était une forme d'humiliation qui remettait en cause ma place dans le milieu et en France. La situation politique actuelle et surtout les dernières élections législatives ont créé un traumatisme chez beaucoup de binationaux. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés réduits à une simple variable d'ajustement électoral, perçue comme non bienvenue et souvent considérée comme pas des vrais Français. Les insultes ont fusé dans tous les sens, la peur et la méfiance aussi. Et quand je me retrouve au théâtre, dans ce milieu où je pensais être en sécurité, j'ai le sentiment que je n'ai ma place nulle part. Le théâtre et le cinéma, comme certains médias, ont joué un rôle dans cette situation, en invisibilisant les parcours des citoyens issus de la diversité et en se focalisant sur des parcours négatifs. L'autre frustration majeure est l'essentialisation que l'on fait de notre identité. Être noir ou arabe, signifie-t-il que je dois jouer les rôles de Aimé Césaire et Katabi Yassine automatiquement? On nous conseille souvent des films, des livres, des pièces de théâtre qui parlent de nous sans nous, avec une victimisation et une vision réductrice. Pourquoi Aimé Césaire et Katabi Yassine sont-ils les seuls représentants de mon identité? D'ailleurs, à force, je n'aime plus Aimé Césaire et je n'aime plus Katabi Yassine. D'ailleurs, dans la rue, on m'arrête souvent et on me dit que je ressemble à Fabrice Eboué ou à Camini, ce qui montre à quel point être noir et avoir des cheveux longs est synonyme d'une appartenance. Ce manque de diversité dans le milieu du théâtre et de la culture en général réduit l'imaginaire collectif. On me voit comme rigolo, danseur, rappeur, conteur, danseur, mais jamais comme un comédien, metteur en scène et écrivain. J'ai tout autant le droit d'aimer d'autres auteurs que James Joyce et de ne pas me voir enfermé dans une case. Certaines personnes me disaient même de partir vers la Méditerranée, car là-bas, il y a des gens comme moi qui travaillent avec des gens comme moi. Cela m'a souvent donné l'impression qu'on voulait me faire croire que mon seul destin était d'occuper une place dans les quartiers populaires, comme si je ne pouvais pas être acteur de ma propre réussite ailleurs. À l'heure actuelle, la seule diversité qu'on voit dans le théâtre se résume à l'entretien ménager ou aux agents de sécurité. Lors des événements culturels, je suis souvent le seul noir de la salle et confronté à des regards étonnés, parfois des sourires bienveillants, mais aussi à être pris pour l'agent de sécurité de la salle. Mes camarades artistes, malheureusement, ne sont pas sensibles à cette question, car ils ne s'aperçoivent même pas du problème. Jouer entre blancs sur un plateau, devant un public monochrome, ça ne leur pose pas de problème. Ou bien ils ne se questionnent pas. Face à cette réalité, j'ai pris la décision de créer plutôt que de me contenter de dénoncer. C'est ainsi qu'est né le projet Box Théâtre, qui ne se limite pas au simple atelier de théâtre éphémère ou à l'animation socio-culturelle, mais qui a un rôle profond et concret, combler le vide laissé par le théâtre dans nos quartiers et accompagner à la professionnalisation des comédiens et comédiennes issus de la diversité. Ce programme est né dans les quartiers populaires, là où beaucoup d'artistes potentiels se sentent invisibles et où les rêves de théâtre sont souvent jugés comme inaccessibles. Nos quartiers regorgent de potentialités, de talents, encore faut-il les écouter sincèrement, sans fantasmes ni projections réductrices.
Vox Théâtre est un espace de création et d'émancipation où les jeunes artistes peuvent se projeter sans être enfermés dans des rôles préétablis. C'est aussi un moyen de démontrer que chacun, quelle que soit son origine, peut se réaliser sur scène et dans la vie professionnelle. Ma dernière création, Siba, un seul en scène qui traite de la question de la biculturalité, de l'équilibre que j'ai trouvé pour m'épanouir avec mes deux cultures, rencontre un vrai public, un public qui représente la diversité française. À chaque fois que je joue, le public est au rendez-vous. Alors que les salles de théâtre sont souvent désertées par les spectateurs issus de la diversité qui ne se sentent pas représentés. Permettez-moi d'échouer pour mieux rebondir. Permettez-nous de créer, de prendre des risques sans nous juger. Soyez avec nous, non pas au-dessus de nous. Je suis convaincu que le théâtre est un outil essentiel d'émancipation et de réussite. Pour moi, tout est théâtre. Le théâtre devrait devenir une matière essentielle et enseignée au même titre que les mathématiques et le français, car il offre des compétences nécessaires dans la vie active. Même pour ceux qui ne souhaitent pas devenir comédiens ou acteurs, le théâtre leur permet d'acquérir des codes de la société. C'est un moyen d'apprendre à s'exprimer, à interagir et à s'épanouir. Les jeunes, souvent prisonniers de croyances limitantes, pensent que le théâtre n'est pas fait pour eux. Mais il peut être l'un des moyens les plus puissants pour élargir leurs horizons et les préparer à affronter la vie avec confiance. Pour permettre à d'autres comme moi de s'épanouir dans le théâtre, je propose quelques solutions concrètes. L'intégration des quotas, pour garantir une véritable diversité dans les rôles et les productions. Je sais que cela pose problème car nous n'avons pas le droit de faire des statistiques ethniques. Je le sais, mais ce n'est pas mon problème. Nous avons des scientifiques, des sociologues et plein de compétences pour créer un outil qui permet d'intégrer les quotas. Testons, plutôt que de laisser ce vide sidérant persister, se transmettre de génération en génération. L'inclusion de la question de la diversité dans les formations artistiques, en particulier dans les écoles de théâtre et dans les institutions comme Sciences Po par exemple, qui doivent intégrer cette question dans leur cursus, si ce n'est pas fait encore. La création d'un baromètre de la diversité permettant de suivre la représentation des minorités dans le théâtre et le cinéma, les rôles stéréotypés ainsi que l'accès aux postes de direction. Ouvrir des postes de décision à la diversité pour enrichir les propositions de projets culturels plus justes pour la société. Enfin, le cinéma et le théâtre doivent évoluer, cesser de réduire la diversité à des rôles de délinquants, de terroristes, d'agents de sécurité, de victimes ou de personnes à sauver. Nous pouvons aussi être des médecins, des ingénieurs, des ministres, des astronautes, des fins stratèges, des chefs, ou même jouer une banale histoire d'amour sans aucune colorimétrie. Il est temps de reprendre les récits pour nous permettre de raconter des histoires qui nous élèvent tous. Aujourd'hui, je suis plus que jamais déterminé à me battre pour que le théâtre en France devienne un lieu d'expression libre et égalitaire, où chacun, peu importe son origine, puisse trouver sa place. La diversité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, ce sont des mots dans lesquels moi je crois profondément. Ils ne doivent pas être de simples mots, mais des principes incarnés dans le théâtre, l'art et la culture. Le changement commence ici, avec nous, et il est urgent de bâtir une culture qui soit le reflet de toutes les réalités et de toutes les cultures françaises. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transformation. Le théâtre, comme toute forme d'art, est avant tout un mémoire de la société. Et nous voulons que ce miroir reflète la véritable diversité de la France. Nous devons bousculer les habitudes et les mécanismes profondément ancrés. Je suis une chance pour le théâtre et je ne suis pas éternel. Alors profitez de moi, de mon expérience et de ma joie pour échanger les choses. Merci beaucoup pour ces mots très forts également et très puissants. Vos mots sont très puissants et donc merci de nous les livrer. Je vais peut-être commencer par une question, à moins que monsieur le rapporteur ait... Tu peux commencer. Moi, j'ai une question sur les castings inclusifs, puisque vous en avez...
Nadège, on va se vous voyer durant cette... Vous en avez parlé dans votre propos liminaire. Comment vous voyez notre rôle, nous, de législateurs, sur ces castings inclusifs? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait? La personne qui a un problème, excusez-moi. Je suis un peu émue. Oui, en fait, c'est une question sur laquelle nous avions travaillé avec Aïssa Maïga et toutes les camarades de Noir n'est pas mon métier. En fait, d'ailleurs, je vous invite à regarder aussi le documentaire qu'elle a coécrit avec Isabelle Simeoni, Regard Noir. Et en fait, on a commencé à travailler avec des directeurs et des directrices de casting qui eux-mêmes étaient sensibles justement à ces questions-là. C'est-à-dire que eux, en sous-marin, ils se permettaient, quand c'était pas impératif par rapport à une histoire, on va dire, très particulière, ils se permettaient d'ouvrir les castings. Mais ça fonctionne à un petit niveau. Et moi, parce que ça fait comme maintenant je suis une vieille actrice, ça fait quand même, cette année, ça va faire 32 ans que je suis là, dans cette industrie. Donc j'ai pu voir, en fait, les choses ne pas bouger. Ou bouger un petit peu, puis repartir, etc. Moi, je pense que si ce n'est pas inscrit dans une loi, les choses ne bougeront pas. Et ce auquel on avait réfléchi, c'était que ce soit inscrit, que tant qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit vraiment incompatible avec une histoire, que les rôles soient, les castings soient ouverts. Ça avait déjà commencé à être fait pour hommes et femmes, mais ça doit être fait aussi sur les personnes perçues comme non blanches, en fait. Et je pense que sans ça, c'est-à-dire sans ce levier-là et cette force-là, ça ne bougera pas. Et après, on avait réfléchi aussi à ce qui est une petite compensation, on va dire. C'est pas mal, compensation. C'est pas pour dire compensation, mais pour dire une incitation. Donner des bons points aux productions qui, justement, comme on l'a fait avec la question des femmes dans les productions. Là, moi, j'ai tourné dans le film de Noémie Merlan, Les femmes au balcon, et effectivement, on sait que quand il y a des productions avec des femmes, eh ben, on donne, je ne sais pas la somme, je ne travaille pas au CNC, mais en tout cas, et je pense qu'il faut faire la même chose. Mais je vous assure que sans ça, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Et l'autre chose qui est très importante, et je pense qu'on est d'accord avec ça, pardon, mais ne nous écrivez pas des rôles de noirs et d'arabes et d'asiatiques et je ne sais pas quoi, en fait. Parce que alors ça, c'est terrible. Enfin, je dis vous n'êtes pas scénariste. Mais je dis, à chaque fois que j'ai... Vous êtes scénariste, pardon. Ah oui, non, pardon. Non, mais je dis, à chaque fois que la bonne volonté veut faire, mais c'est terrible. C'est-à-dire que déjà, on nous invente des prénoms. Alors là, des prénoms qui font exotique et diversité, mais qui n'existent pas. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Nadège. Nadège, pourquoi? Parce que ma mère était communiste et que c'est le prénom de de l'amoureuse de Lénine. Non, mais je veux dire, je dis ça exprès, c'est-à-dire que du coup, c'est tout le temps ou Fatoumata, qui est un très très beau prénom. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais là, on a inventé, là, carrément, j'ai vu un casting, il y avait Aïssa avec un H. Diallo, je pense qu'inconsciemment, c'est parce qu'il se disait, il y a Rokhaya Diallo, il y a Aïssa Maïga, donc on va faire un truc un petit peu comme ça. Non, mais pitié. Ou alors des choses qu'on invente. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, les récits qu'on a envie d'incarner, ce sont des récits universels, mais universels, vraiment universels, hein, pas avec certains qui disent que c'est l'universalisme. Donc, par pitié, ou l'autre chose, pardon, hein, mais je tire les fils, il faudrait qu'on impose aussi que des personnes racisées soient et dans les castings comme directeurs et directrices de casting, parce qu'ils n'ont pas le même regard, ça ouvre aussi le regard, et aussi de les imposer comme scénaristes. Et après, c'est la chaîne, en fait. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure dans mon texte, c'est qu'à un moment donné, qui parle de qui regarde qui paye quoi, et voilà. Et je pense vraiment, après avoir vraiment... On a réfléchi, là j'arrive, je suis un peu émue, et je suis désolée, hein, mais on a vraiment beaucoup réfléchi à ces questions-là quand on a coécrit ce livre, et tous les travaux qu'on a fait ensemble, et tous les travaux qu'on a fait chacune de nos côtés, et pour avoir discuté avec directeurs et directrices de casting, qui voyaient qu'à un moment donné, même si, par exemple, ils allaient te mettre dans un rôle principal, et ben à un moment donné, ils allaient être topés, en fait. Mais moi, je pense que si c'est obligatoire, ou je ne sais pas, ou incitatif, ou je ne sais pas quoi, ben on n'aura pas le choix. Mais sinon, ça ne bougera pas. Mais vraiment, enfin, je vous assure, j'ai vu, hein, parce qu'effectivement, ça bouge un petit peu, mais ça ne bouge pas profondément aussi sur qu'est-ce qu'on raconte, qui raconte quoi, quels sont les types de rôles.
Enfin, c'est ce dont, et c'est marrant parce qu'on, enfin, c'est pas marrant, c'est pas le terme, mais on ne se connaît pas. Enfin, on s'est échangé sur les réseaux, mais on ne se connaît pas. Et vous vous rendez compte les similitudes de nos réflexions, en fait, quoi. Et ces réflexions, c'est les réflexions de tous mes camarades qui peuvent pas être là. D'ailleurs, merci d'être là. Je suis désolée, tout à l'heure, j'étais trop émue, je pouvais pas dire merci avant, mais c'est hyper important. Et même si c'est douloureux, et voilà, il faut qu'on soit là. Et il faut vraiment que vous nous aidiez. On a besoin de vous. Nous, tout seuls, on a beau, oui, réfléchir à plein d'idées. Et je vous disais aussi, Marie-France Malonga, elle a travaillé sur le baromètre de la diversité. Il faut absolument que vous contactiez cette personne qui est extrêmement intelligente et passionnante. Voilà. C'était un truc à dire. J'arrête. Monsieur Didane, vous voulez compléter la réponse sur les castings inclusifs ou sur les quotas ou sur nous, depuis la place que nous occupons, c'est-à-dire députés, ce qu'on peut faire pour changer les choses. Sur le cinéma, j'ai pas fait beaucoup de, de tournages, malheureusement parce que tout ce qu'on me propose justement est stéréotypé et que toutes les semaines j'ai un appel, ce qui me rend parfois triste parce que c'est des jeunes scénaristes, de jeunes metteurs en scène, de jeunes réalisateurs qui m'appellent pour me proposer un rôle stéréotypé. Et je trouve ça malheureux parce que la jeunesse, pour moi, c'est justement c'est eux qui vont nous montrer la lumière quelque part. Et par rapport au quota, en fait, je pense qu'il faut la loi, il faut exiger qu'on soit respecté, tout simplement. Je pense aussi par rapport au théâtre que peut-être que les subventions qui sont accordées au théâtre, c'est national conventionné, tout ça, c'est national non conventionné aussi, ces subventions doivent être quelque part conditionnées à une forme de résultat autour de la diversité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste donner de l'argent à des théâtres qui vont à un moment donné créer une semaine de la diversité et faire flécher cette subvention en disant qu'on a participé à la diversité dans le théâtre, alors qu'en vrai, il y a le néant, quoi. Il y a rien. Moi, on m'appelle souvent pour la semaine de la diversité. Tout le monde se jette sur moi pour ce moment-là. Et parce que, comme je le dis souvent, je suis le seul comédien noir et arabe dans tout Toulouse. Et que je trouve ça étrange, en tout cas, pour moi. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Merci pour vos témoignages et puis pour la force de vos mots, de vos deux textes, différents mais tous les deux forts et puissants. Depuis qu'on travaille sur cette commission d'enquête, moi je perçois quand même la difficulté d'être quelqu'un qui rentre dans ce milieu. Alors j'imagine encore plus quelqu'un qui rentre dans ce milieu et qui est racisé. Moi, voilà. Alors, je vous remercie aussi d'un certain nombre de choses que vous avez dites qui permettent de se poser question. Et j'espère que beaucoup de nos collègues députés auront écouté ça. Quand on est... Ouais, non, mais on va le faire circuler. Parce que quand on est blanc, qu'on est issu... moi, je suis issu de la province. J'ai connu ce que c'était de venir et de venir d'ailleurs aussi. Mais d'un autre ailleurs, un ailleurs qui était, entre guillemets... plus simple pour ceux qui me recevaient. Mais j'ai connu à une échelle de 1 à 100, peut-être à 2 par rapport à vous qui doit être à 100, de devoir rentrer dans un système. Et je pense, je l'ai dit à la Cinémathèque, que j'avais quand même l'impression que ce monde du cinéma était un monde avec beaucoup d'entre-soi et qu'il était extrêmement difficile de rentrer. Donc la question des quotas, c'est une question sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. On a un jour décidé de mettre de la parité en politique. Voilà. Peut-être qu'à certains moments, il y a des gens qui pensaient que ce n'était pas possible. Donc, est-ce que ce sont des quotas? Est-ce que ce sont des bonus sur certaines productions? Ça peut être ça. Par exemple, les aides du CNM sont bonifiées quand il y a des femmes à plusieurs postes de technique, de direction technique, quoi, ingénieur du son, ingénieur lumière. Donc, ce sont des questions sur lesquelles il faut qu'on se pose sans tabou. Parce qu'on ne peut pas se priver de votre talent, tout simplement. Monsieur Didane, vous aviez d'ailleurs, dans la poursuite de ça, parlé des statistiques ethniques
qui n'existent pas et qui sont le critère annoncé pour ne pas avancer là-dessus. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce point-là? Parce que voilà, moi j'ai un point de vue sur les statistiques ethniques, mais en fait la question des quotas, c'est que ça renvoie quand même à une capacité à compter. Et donc, est-ce que vous avez, je sais pas, des réflexions là-dessus Moi non plus, je ne suis pas pour des statistiques ethniques, mais par contre, en tout cas, c'est ma réflexion aujourd'hui. Et par contre, pour les quotas, en fait, je pense qu'on est assez intelligent en France pour trouver d'autres paramètres. Moi, je suis à la base statisticien, donc je pense qu'il y a moyen quand même de trouver des petits moyens pour calculer des moyens de la diversité. Et aussi, en fait, demander aussi aux spectateurs, au public, leur avis, peut-être créer une application qui note les spectacles, qui leur donne une forme de hormis le côté financier, aussi le côté public, parce que le public doit être sensibilisé à cette question-là. Et pourquoi pas quelque chose qui permet de dire, en fait, je suis allé voir, ça fait 1 an que j'ai vu une saison à Toulouse, par exemple, et en fait, je n'ai pas vu l'ombre d'une diversité. Est-ce que c'est normal? Donc, permettre aussi au public de se poser la question. Mon article sur le Nouvel Obs m'a permis, la seule chose, c'est que les gens me disent, mais en fait, je ne savais pas. Je vais au théâtre toute l'année et je n'ai jamais fait attention à cette question. Mes collègues, pareil, qui font du théâtre, ne se rendent pas compte que quand on fait une création collective, petit à petit, je me retrouve un peu à l'écart. Petit à petit, je suis réduit au silence. Petit à petit, je suis réduit seulement à un corps sur un plateau. Et parfois, j'en perds mes mots. donc voilà, donc pour moi, les quotas, il y a quelque chose à mettre en place. On appelle-le autrement si c'est compliqué, mais trouvons une solution en tout cas. Avec un objectif de résultat, oui. Madame Boisson-Diagne? Oui, je suis d'accord pour évidemment les statistiques ethniques, mais en revanche, en fait, je trouve que c'est une très grande hypocrisie et une grande violence, en fait, de prendre cet argument. Il va falloir compter. C'est un peu comme ce qu'on avait reproché à ma sœur et amie amour de femme de Aïssa Maïga, quand ironiquement elle a compté les Noirs qu'il y avait dans la salle au César et qu'ils étaient -7. Non, mais je veux dire, c'est très hypocrite, mais ça rejoint ce que vous disiez, c'est que cette industrie est une industrie bourgeoise et blanche, en fait, et que nous sommes quelque part un petit peu des petits cailloux qui grattent les chaussures des puissants qui ont juste envie d'être entre eux, en fait. Et quand on... Après, c'est pour ça que voilà, d'être là, c'est pas rien pour nous, et que ça, je vous le dis vraiment, c'est pas pour faire du romantisme, hein, ça a une répercussion, hein, ce qu'on est en train de dire là tous les deux, et que je pense que quand je vais rallumer mon téléphone... ça va continuer, mais de toute façon, je suis une vieille personne, maintenant je travaille pour les autres. Mais je veux dire que, en fait, comme la norme est censée être... Mais tout ça, c'est encore une histoire du patriarcat, camarades. La norme est censée être blanche et mâle. Et mal barrée. Pas mal, vous voyez, vous pouvez écrire. Et du coup... qu'est-ce que ça raconte après, en fait? C'est-à-dire que, après, quand... parce que, en fait, quand... Pardon, tout à l'heure, vous disiez, c'est un peu... Vous faisiez un petit parallèle, je vais vous bloquer tout de suite, en fait, parce que c'est pas du tout pareil, parce que, en fait, nous, on est français. Enfin, oui, je sais que vous avez dit que c'était pas pareil, mais vous l'avez quand même pris en exemple, en miroir. Bon, je suis là un peu pour gratter, moi, de toute façon. Mais en fait, c'est juste vous dire, c'est qu'en fait, moi, je ne suis jamais moi-même, en fait, parce que moi, je suis française, je suis née ici, et on me reproche tout le temps, en fait, d'être quelque chose que je ne suis même pas, en fait. Donc, je ne comprends même pas, en fait, ce que je suis pas censée être, ni censée être. Mais tout ça pour vous dire que... Je sais même plus, je me suis perdue dans mon truc. En fait, là où on a besoin de vous, et vraiment, c'est que je vous assure que ça ne bougera pas s'il n'y a pas ou une sollicitation, ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est le terme de quota qui pique, mais peut-être que la sollicitation... Peut-être que c'est... Je pense qu'il y a quelque... En tout cas, je pense qu'il faut se poser et réfléchir, parce que nous, en fait, on fait un état des lieux. Humblement, c'était pas mon métier. Nous, on a travaillé, on a fait des choses. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment que vous parliez avec Marie-France Malonga, entre autres. Mais en tout cas, il y a des outils qui existent. Je sais que... voilà, elle en avait parlé, etc. Il y a des outils qui existent. Nous, on est juste des
comment on peut dire, je ne sais pas quoi, des emmerdeurs. Non, mais vraiment, c'est pour dire que, oui, le terme quota pique, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Non, mais les incitations, ça me semble tout à fait possible. Les incitations, ça me semble même assez facile à mettre en œuvre. Ça existe d'ailleurs pour les femmes, donc il n'y a pas de raison que ça n'existe pas pour d'autres types de discrimination. C'est voilà, sur le terme quota, c'est pour ça que je voulais vous faire parler, de savoir ce que vous entendiez derrière ce terme, pour comprendre un peu quelles étaient les demandes. Et j'entends que c'est en fait plus enlever cette espèce d'aveuglement à la blanchité du milieu. Je l'ai posé. Madame Sarah Legrain. Oui, merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos propos qui sont très importants, dans ce cadre de cette commission d'enquête, et on en discutait d'ailleurs avec Madame la Présidente récemment, de la difficulté à ce que cette commission d'enquête elle soit le reflet de l'ensemble des violences et de leur intersectionnalité, de leur articulation, et il va de soi que la question de l'oppression raciste, parce qu'il faut dire les mots, elle est toujours plus difficile à rendre visible, et ça, on en a bien conscience. Et donc, c'est très important que vous puissiez dire ça aujourd'hui. Moi, je voulais réagir, parce que là, on était sur les quotas, et puis s'il y a un autre tour, après, je repose une deuxième question. Mais vous le dites bien, en réalité, il y a une hypocrisie, parce que dès qu'on parle de quotas, on va dire, mais comment on va faire pour compter? On n'a pas de statistiques ethniques. Mais nous, on le sait tous. Je veux dire, dans cette salle, nous, on sait qui est la diversité, qui ne l'est pas. Et quand on est dans un collectif, quel qu'il soit, on sait assez vite si ce collectif, il est divers ou pas, en fait. On le sent. Et on le sait pourquoi? Parce qu'on se fie à nos représentations. Et je trouve que c'est ça que je vous invitais à détailler, c'est que vous l'avez articulé avec la question des représentations. C'est pas la question de savoir qui est quoi au nom d'une identité qui serait comptabilisée, objectivée. C'est en réalité par les représentations. D'ailleurs, parfois, on peut avoir des personnes qui vont avoir telle origine, mais en réalité, qui ne vont pas être perçues comme, parce que leur nom ne l'est pas, parce que leur couleur de peau n'est pas assez ceci, parce qu'elles occupent une place dans la société qui fait qu'on oublie, on ne voit pas, elles ne vont pas être perçues comme. Et donc la question, c'est celle de nos représentations, et peut-être que là, on a une piste sur, plutôt que la question des quotas, mais la question d'objectiver, en fait, dans des enquêtes de représentation. Qui se sent représenté, en partant peut-être du public, qui se sent représenté en partant aussi, évidemment, des acteurs, actrices du monde de la culture, et puis, quelle intention de représentation il y a. Et là, je trouve aussi que vous soulevez un autre sujet qu'il faut pas occulter, qui est celui de la liberté de création et celui de la qualité de la création. Parce que si, en réalité, le discours des quotas, de la diversification, ça va avec le fait que, bon, il faut que tout le monde fasse un effort sur ce sujet, mais en réalité, on ne pose pas la question de où on met les moyens et où on met le soutien. Parce que si, en fait, on met des quotas, mais que... Enfin, si, en réalité, les organisations, les lieux qui jouent le jeu de la diversité n'ont pas les moyens d'une belle création, belle, bien pensée, qui ne soit pas dans les stéréotypes, etc. Mais en réalité, d'abord, on reproduit les stéréotypes, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met en difficulté toutes les personnes racisées qui se retrouvent à finalement être dans des moins bons spectacles, moins bien mis en avant, etc. C'est tout le sujet sur aussi l'opéra, etc. C'est-à-dire, comment est-ce que on évite aussi qu'il y ait un peu un partage du champ, et qu'après, on a donné pour la diversité, mais finalement sans derrière les moyens pour que ce soit de l'art, et que ce soit perçu comme tel, et que ce soit valorisé comme tel. Donc cette question du budget et cette question du soutien, moi c'est un truc qui me tient à cœur aussi, la question de la liberté de création, parce qu'on a l'impression que finalement les personnes qui sont les plus engagées sur le sujet et qui veulent porter cette question de la diversité, elles vont le faire, comme vous le dites, en grattant, en dérangeant. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics quand vous avez des groupuscules qui décident de s'organiser contre tel ou tel spectacle? Évidemment, on a tous des idées en tête, parce qu'en réalité, eh bien oui, c'est venu les déranger dans leur blanchité, dans leur... voilà, et parce qu'ils trouvent que c'est trop engagé. Voilà, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, qui aussi serait un signe fort que, eh bien, quand on prend des risques sur ce sujet-là, on n'a pas peur de déranger, et que derrière, on sera soutenu face à des offensives. Merci. Qui souhaite répondre? Madame Bosson-Diac. Il y a plusieurs sujets, mais juste pour le dernier, du coup, je vais rebondir sur ce qui s'est passé avec le spectacle de Rebecca Chaillon au Festival d'Avignon, Carte Noire nommée Désir, qui a été, donc, deux actrices ont été agressées par des spectateurs blancs. Ce sont des actrices racisées.
parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils entendaient sur le plateau, et c'était d'une très 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 grande violence pour elle. Et une des actrices n'a mis du temps avant de revenir faire le spectacle. C'est pour ça que Rebecca Chaillon, avait organisé que nous soyons plusieurs actrices à prendre un bout de son texte à un moment donné. En fait, il y a quelque chose qui est... Je ne sais pas comment vous dire. Je ne vais pas être pessimiste, mais c'est comme si, en fait, un empêchement d'être, de créer comme on a envie de créer. C'est-à-dire que comme on a été tous et toutes élevés dans une société raciste avec des biais racistes, on est supposé, nous, avec nos corps, être à un certain endroit, en fait. Et du coup, quand ces spectateurs-là vont voir le spectacle de Rebecca Chaillon et qu'ils voient plein d'actrices noires qui critiquent la société, ça leur va pas. Et il y a une réaction, mais qui est d'une violence incroyable. C'est-à-dire que j'ai quand même entendu peu de fois que des gens soient venus sur un plateau agressés sexuellement, ou alors peut-être j'ai dormi, mais j'ai pas entendu ça, en tout cas, dans d'autres types de spectacles. Et donc ça raconte quoi ? Ça raconte ce que vous disiez justement parce que Rebecca Chaillon, elle a créé un spectacle exceptionnel, enfin plusieurs, mais celui-là notamment exceptionnel, avec en fait, elle donne le miroir de ce que nous, en tant que personnes racisées, on vit dans la société. Et ce miroir, il était insupportable pour ces spectateurs-là. Et du coup, ils ont une réaction de presque tuer quelqu'un, en fait. C'est-à-dire de venir et de décider que leur corps n'est plus un corps et on peut toucher des parties génitales, on peut faire ce qu'on veut, on peut taper les gens, on peut tirer les cheveux, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut que ce type de spectacle, il faut qu'il y ait en amont, je ne sais pas comment, mais pareil, je rebondis sur ce que vous venez de dire, je pense qu'il faut anticiper ça et qu'il y ait une protection. Je ne sais pas comment, je dis juste parce que je vois ce qui s'est passé et la violence que ça a été. Moi-même, à mon petit niveau, j'ai eu des choses extrêmement violentes quand j'ai déjà joué au théâtre, notamment au théâtre. À la télé aussi, mais c'était... Oui, non, en fait, je suis en train de minimiser, pas du tout. C'était hyper violent aussi, mais en fait, les gens, on les croise, c'est pas le même rapport que quand on est sur un plateau. Mais en fait, en gros, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où il y a des acteurs, des actrices racisés dans un spectacle, dans un film, ou dans une série télé, ou je ne sais quoi, il faut, je ne sais pas comment, anticiper, réfléchir à une protection. Je veux dire, ce qui se passe avec... Je reprends le cas de Ebony, excusez-moi, la Star Academy, parce que la Star Academy, c'est une émission à la base qui est quand même bon enfant. Enfin, je veux dire, c'est pas une émission politique, hein, la Star Academy. C'est des jeunes qui sont enfermés dans un château et on les voit se brosser les dents et apprendre à chanter et danser. Et cette année, ça avait déjà commencé l'année dernière avec Candice et Djibril. Candice, jeune femme métisse, et Djibril, jeune homme maghrébin. Ils avaient reçu des insultes d'une violence, mais d'une violence. Et ce qui était incroyable, c'est que ça avait été minimisé à l'intérieur de la Star Academy, ça avait été minimisé. Cette année, ce qui s'est passé avec Ebony, Ebony, elle est noire, jeune, elle chante super bien, elle est super belle et elle est gentille, elle est structurée, elle est incroyable. Et c'est la quintessence de tout ce qui est insupportable. Et du coup, et il y avait Franck aussi, un jeune homme noir aussi. Alors c'est des photos de singes, des insultes. Enfin, j'ai même pas envie de dire les mots parce que j'ai pas envie de les passer par ma bouche. Et là, la Star Academy, ils ont pris un peu des mesures en faisant Ils ont dit, oui, il y a eu de la violence, etc. Mais ils n'ont pas dit le mot racisme. Mais là, je viens de voir qu'il y a des collectifs, etc., qui ont porté plainte, etc. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est que la Star Academy, qui est l'endroit le plus, je sais pas, comment dire, mainstream, même boring, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Hein, mais c'est incroyable, la violence. Et ça continue parce que alors maintenant, grâce à ma camarade Firmin Richard, qui a quand même justement soulevé le fait qu'avant, les départements d'outre-mer ne pouvaient pas voter, en fait, on ne sait pas pourquoi. Bon, elle l'a dit, elle l'a adressé sur TF1 samedi dernier. Donc maintenant, oui, parce que la finale, c'est donc Ebony et une autre jeune femme qui s'appelle Marine. Et donc maintenant, ils peuvent voter. Donc maintenant, ils sont en train de dire que c'est un complot. Parce que du coup, les anti vont voter. Enfin, il y a tout un truc. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce que on a atteint
le même degré de violence que quand Camélia Jordana avait parlé des violences policières ou quand Aïssa Maïga a parlé au César. Et je peux vous dire, ces 2 amis à moi, je ne pouvais plus regarder les réseaux sociaux tellement j'étais oppressée. Et là, pourquoi je dis ça par rapport à cette jeune femme, mais qui est un peu c'est pas le même truc par rapport à Rebecca Chaillon, mais comment ça va se passer quand cette jeune femme va retrouver son téléphone, même si voilà, je connais son père et qu'ils vont la protéger, etc. Comment ça va se passer en fait pour elle en fait. Donc, comment on est protégé? C'est une vraie chose en fait. C'est pas une vue de l'esprit en fait de dire ça. Oui, nous sommes menacés quand nous apparaissons dans un espace qui n'est pas supposé être le nôtre. Enfin, le principe de la discrimination, c'est que ça n'est jamais bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va jamais. C'est soit truqué, soit illégitime, soit... voilà, enfin, c'est le principe même. C'est une manière de dévaloriser, mais aussi de faire perdre confiance aux personnes sur leur qualité propre. C'est le principe, c'est le moteur absolument de la discrimination. Monsieur le rapporteur, Monsieur Didane, vous vouliez peut-être compléter la réponse? Ou pas ou... Oui, allez-y. Oui, quand on expose, on sait quelque part qu'on va avoir des répercussions. Et moi, ce que je dis actuellement pour le moment, par rapport à moi, mon développement dans ce milieu, c'est que on me dit qu'on va te fermer des portes, tu vas te fermer des portes. Et en fait, pour moi, ces portes sont déjà invisibles, donc je les vois pas, moi. Donc qu'elles se ferment. Elles sont déjà, elles n'existent même pas. Et en fait, aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que peut-être pour changer les choses profondément, c'est aussi quelle société on veut finalement, parce que là actuellement en plus on est dans une période qui est assez spéciale. Et alors est-ce que on profite de cette période pour avoir un élan justement pour essayer de créer quelque chose ensemble, de rebattre les cartes, de redéfinir ce qu'on veut vraiment dans notre société, donner aux mots diversité, démocratie et tout ça, leur donner leur sens. Pour moi, c'est en fait quand je parle de diversité, souvent beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi la diversité c'est la France. En fait, c'est juste, elle est amputée de certains de nous, quoi. Donc, oui, voilà, elle est amputée de talent et donc la diversité, le vivre ensemble. Moi, quand je suis arrivé en France, c'est des choses qui m'ont tellement surpris et qui m'ont justement donné une forme d'envie de s'exprimer. C'est la liberté d'expression française que je n'ai jamais eue quand j'étais au Maroc et tous les bibliothèques que je n'ai jamais eues quand j'étais au Maroc dans mes quartiers. Donc toutes ces choses-là que je trouve moi belles en France, j'ai besoin qu'on les mette en commun et qu'on puisse construire autour de ça de nouvelles générations plus justes et plus équitables, quoi. Voilà. Monsieur le rapporteur. Sur ce que vous venez de nous dire là et avant, moi je voulais vous poser la question de la question d'un certain nombre d'enfants de la République racisés sur les milieux dont on parle là, le monde de la culture, qui pour différentes raisons, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de rôle modèle valorisé, peut-être parce qu'on voit que c'est difficile, combien se sentent-ils légitimes d'embrasser cette passion? Combien se disent attendez, je suis noir, c'est pas pour moi, je suis maghrébin, c'est pas pour moi. Parce que c'est vrai que on l'a vu quand on a, les écoles, nos écoles les grandes écoles dans ce monde-là, il y a peu de personnes racisées, on l'a vu. Il y a peu de personnes de province aussi, je leur dis. Non, mais c'est vrai. On a réussi quand même dans le monde de la politique à avancer. La preuve, on a en ce moment à la présidence une femme noire qui préside l'Assemblée nationale, là, en ce moment. Bon, voilà, donc c'est qu'on a un peu avancé. C'est la première. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de précédent. Oui, oui, mais c'est bien, c'est dans le bon sens. Mais on a réussi aussi avec, quelque part, c'était pas vraiment des quotas, mais c'était quelque chose qui s'en rapprochait fortement, de faire rentrer du monde à Sciences Po des quartiers. Comment on fait pour les écoles? Parce que ça passe par les écoles aussi, d'avoir plus de monde. Est-ce qu'il y aurait des solutions, selon vous? Déjà, moi j'ai envie de poser une autre question qui rejoint celle-ci. C'est est-ce qu'il y a des cours de théâtre partout déjà? Est-ce que l'accès au théâtre est universel à défaut d'être acteur après qu'il ne l'est pas? Mais est-ce que l'accès au théâtre est universel?
Moi, je suis plus vieille que toi, mais en tout cas, moi, à mon époque, oui, moi, j'étais au conservatoire à Créteil. Mais en fait, c'est aussi... Bon, moi, c'est-à-dire que moi, j'ai été élevée par une mère métisse, intellectuelle et féministe, et ma grand-mère aussi, qui me donnait des clés, en fait. Donc, je me mets pas dans le cas... En fait, moi, quand à 9 ans, j'ai dit à ma mère, je veux être actrice, elle m'a dit, ben, vas-y, fonce, tu te plantes, tu te relèves, tu feras autre chose. Mais en fait, tous les ans, je fais un travail avec mon mari. On va travailler dans un quartier populaire et défavorisé de Chambéry, en fait, dans une maison de l'enfance. Et c'est une amie de mon mari qui a créé ça s'appelle l'immersion culturelle. Lui, il fait musique, moi, je fais théâtre, et il y a un ou une qui fait art plastique. Et donc, on se retrouve avec une population qui n'a jamais accès à l'art, parce que personne ne vient jamais dans ces quartiers-là. Et je vous assure, si vous voyez, d'ailleurs, je suis hyper fière, il y a un jeune homme qui voulait être acteur, qui maintenant est dans une école, juste parce que pendant une semaine, un été, il a fait un travail avec moi, et qu'après, on a fait un spectacle et qu'on a échangé, ça lui a donné de la force, et aujourd'hui, il est dans une école de théâtre à Paris, il est venu à Paris, etc. Et en fait, c'est ça aussi, c'est d'un moment donné, il faut que on arrive à aller dans des espaces qui ne sont pas occupés par l'art et la culture, et donner, en fait, casser le déterminisme social en venant dire, voilà, moi, tous les ans, à chaque fois qu'à la fin, on fait le spectacle, je parle à tous ces parents, parce qu'on fait un spectacle, j'aime bien qu'il y ait comme ça un rapport avec les enfants et les parents. Et moi, je dis, bah voilà, moi, je viens d'un quartier, je viens de Créteil, j'explique. Parce que, en fait, tant qu'on ne, c'est ce que vous disiez, tant qu'on ne sait pas qu'on est capable de le faire, et que, par exemple, ben, Nadège, qui vient de Créteil, elle est devenue comédienne, et que sa mère, c'était pas Catherine Deneuve, eh ben, Dieu merci, eh ben, du coup, euh, ça permet en fait juste de planter une graine et que la personne se dise waouh, ah, ok, c'est peut-être possible. Et peut-être qu'après, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il fera pas ça de sa vie ou elle fera pas ça de sa vie. Mais c'est indispensable aussi le théâtre. Le théâtre sauve des vies. Les rapports, pour les rapports humains, pour les rapports de la société. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que moi, vraiment, j'ai à cœur de faire, c'est d'aller dans les quartiers dits populaires. Moi, je suis retournée il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Un artiste à l'école, je suis retournée dans mon collège. Enfin, ça m'a brisé le cœur. C'est devenu un ghetto. C'était pas du tout un ghetto. Là, c'est devenu un ghetto. Et quand j'expliquais à ces jeunes que moi, je venais d'ici et que la semaine d'avant, j'étais au Festival de Cannes, ils pouvaient pas croire que je vienne du même collège qu'eux. Et donc, à la fin de l'échange, ils m'ont dit ah, ok, donc ça veut dire que peut-être qu'on peut. En fait, c'est ça aussi. Et autre chose, ils n'avaient pas de cours de français depuis 6 mois et ils étaient en troisième. On va devoir suspendre la séance parce qu'il y a un vote sur le nombre de soignants dans les hôpitaux, donc c'est quand même assez important qu'on soutienne. Ouais, donc est-ce que ça vous embête si on suspend 5 minutes le temps d'aller voter et on revient? Ça ira? Ok. Je suspends donc la séance.
Bon, nos excuses, en plus on a loupé le vote, ce qui est un ratage complet. Bon, voilà, ce ne sera pas la première fois. Mais c'est ainsi. Bien, je ne sais même pas s'il a été voté du coup le texte ou pas. Merci. Alors bon, peut-être qu'on reprend la question parce que alors Sarah Legrain avait une question sur Ebony. Peut-être je te laisse la poser. Non, c'était pas sur Ebony. Non, oui, c'était ça. Moi, j'hésitais à aborder le sujet Ebony, mais je trouve que c'est assez révélateur en réalité, qu'on peut faire d'ailleurs, ça fait écho à ce qu'on subit aussi Aya Nakamura et d'autres, c'est-à-dire ce sentiment que, particulièrement pour les femmes noires, il va y avoir du harcèlement, des accusations, parce qu'elles vont jamais chanter suffisamment bien, être suffisamment élégantes, être suffisamment belles, etc. Puis on se rend compte derrière que de toute façon, rien ne suffirait et qu'il y a finalement une sorte de péché originel qui est que si elles sortent un tout petit peu de leur place, elles sont dangereuses, quoi. Et je crois que sur Ebony, c'est vraiment le sentiment que finalement, elle est beaucoup décrite comme arrogante, n'ayant pas d'émotion, ne pouvant pas créer l'empathie avec... mais c'est pas un problème d'empathie avec le public, c'est un problème de mettre le public devant ces difficultés qu'il a à se projeter lui-même et à se reconnaître dans une femme noire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le fait de rejeter sur les personnes noires et notamment sur les femmes noires la responsabilité du fait qu'on n'y arrive pas à s'y projeter, à se les représenter. Et moi, récemment, j'ai vu que sur Ebony, il disait « elle divise ». Et je trouvais que c'était très intéressant, cette expression « elle divise », « elle clive ». Et souvent, quand on est femme féministe, on l'entend beaucoup, que parce qu'on met le sujet féministe sur la table, alors on clive. C'est pas le sexisme qui clive, c'est le féminisme. Et alors, je pense que j'ai l'impression que pour les femmes racisées, c'est encore plus le cas. Finalement, originellement, elle nous ramène à des formes de domination qu'on n'a pas envie de voir contester. Et je voulais aussi, du coup, votre avis, puisqu'en plus, monsieur le rapporteur, vous avez cité Nadège Abou-Mangoli, première femme noire présidente de l'Assemblée, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui se trouve être dans mon groupe parlementaire de la France Insoumise, et elle pourrait raconter ce qu'elle subit comme harcèlement spécifique et le déni qu'on fait du droit des femmes noires à avoir un propos politique et un engagement politique. Peut-être de parler aussi de cette question de l'engagement politique dans le monde culturel, ce que ça coûte. Je crois que vous n'êtes pas très nombreuses à avoir accepté de venir dans cette commission d'enquête. Est-ce que ça coûte aussi d'avoir un propos politique, d'avoir une envie politique de changer la société, la culture à travers la société à travers la culture ? En fait, la misogynie noire, c'est féroce. Ce qui est intéressant, juste pour partir de ce dont vous parliez par rapport à Ebony, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on lui reproche. C'est l'inverse de ce qu'on reprochait l'année dernière à Candice. C'est vraiment très intéressant. Donc on voit bien que ce n'est pas ce que la personne est, parce que d'abord les gens ne la connaissent pas, ni Candice, ils ne la connaissaient pas non plus. C'est ce qu'ils projettent, et c'est leur racisme, mais qui est un racisme, là, c'est tellement profond. C'est-à-dire que elle ne doit pas être dans leur télévision, quand ils allument la télévision sur TF1 à 21h05. Elle ne doit pas être là. Le corps qu'elle a, le corps d'Ebony, la voix d'Ebony, ce qu'elle est, ça les dérange parce qu'elle ne doit pas être là. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on a vu aussi que, du coup, ils mettaient en comparaison en disant Franck, qui est aussi un jeune homme noir, mais Franck, ça va. C'est-à-dire que, et il disait, voyez, on n'est pas raciste puisque Franck, ça va. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont misogynes, c'est-à-dire qu'il y a la misogynie, le sexisme et le racisme, tout est mélangé. Donc, au lieu de se rendre compte qu'ils disent une énormité, ils disent « Bah oui, mais Franck, lui, on l'aime bien. Donc, vous voyez, on n'est pas raciste. » Il, elle, les gens sur les réseaux sociaux, les haters, les cons. J'ai envie de les appeler les cons. Appelons-les les cons, tout simplement. Et les connes, parce qu'il y avait beaucoup. Et ce que je voulais dire, que je trouvais incroyable, c'est que notamment, c'était des femmes de plus de 50, 60 ans qui étaient sur Facebook et qui avaient créé des... Non, mais c'était... En fait, c'était d'une violence. Elles ont créé des groupes, elles se sont rencontrées entre elles, elles ont créé des groupes WhatsApp. Et après, c'est elles qui faisaient les collages de photos de singes, etc. Et en disant que Ebony, ceci... Enfin, voilà. Et c'était des femmes blanches de plus de 50 ans. Ça m'a un peu désespérée. Mais c'était les mêmes choses que moi, j'entendais quand je suis arrivée, quand mon personnage est arrivé dans Plus belle la vie. Pourquoi une commissaire noire? Vous êtes créée aux États-Unis, c'est là, machin. Et il y avait toujours des trucs. Alors, je faisais des traits, ça allait pas. J'avais mes cheveux, non, ça allait pas. Enfin, c'est pas moi, en fait.
C'était mon corps dans cet espace-là, je devais pas être là. Bon. Il y en a plein. D'ailleurs, après, il m'adore, les commissaires noirs, sachez-le. Grosse cote. Et après, pardon, la dernière. Ah oui, par rapport à. Bah oui, l'engagement. En fait, bon, déjà, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi dans mon texte. C'est-à-dire que moi, je suis à l'initiative du MeToo dans le cinéma africain, que depuis 2019, j'ai parlé de la pédocriminalité dont j'ai été victime, j'ai parlé de plein de choses à un. À chaque fois qu'il y a un anniversaire MeToo, on ne parle jamais de moi. C'est mon amie Rokhaya Diallo qui avait parlé de ça. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps sur un échange et elle disait, mais j'ai cherché, mais tu n'es jamais représentée. En fait, c'est comme si je n'étais pas là. C'est pour ça que, avec beaucoup d'humour, j'ai dit, j'ai été violée trop loin. Mais rassurez-vous, j'ai été violée aussi ici. En fait, c'est incroyable. C'est comme si, en fait, on ne doit pas être là jamais, en fait. Ça ne va jamais. Et ce qui est double truc, c'est-à-dire que, moi, je prends la parole. Donc, d'un côté, je suis, très beau terme, blacklistée, je travaille moins ou je travaille plus, mais vraiment. Et puis, de l'autre côté, les camarades blanches, à part certaines, ne me mettent pas avec elles dans leur bande, en fait, dans la lutte. Et bon, c'est gravissime, parce qu'en fait, le problème de quoi aussi, c'est que, aussi dans les milieux engagés politiques, il y a les biais racistes, ils sont là, en fait. Compañeros, si vous ne travaillez pas sur les biais racistes, c'est pour ça que je me suis permis de piquer en vous en parlant dans mon texte, mais c'est pas parce qu'on est une femme féministe blanche qu'on n'est pas raciste. Et donc, on reproduit. Mais moi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pour ça, alors en fait, c'est qu'on a vraiment voulu m'écraser. En plus, j'ai été agressée sexuellement par une femme blanche, productrice, qui connaît tout le monde, etc. Et donc voilà, moi, j'ai eu l'outrecuidance d'aller porter plainte. Mais ce que j'ai ressenti comme violence, c'était incroyable. Et ça a vraiment, en plus, j'avais pas beaucoup d'amis dans ce métier, mais ça a nettoyé. Je peux vous dire que vraiment, j'ai l'impression d'une espèce de « Waouh, faut pas être près de Nadège, etc. » Mais ils ont voulu me tuer, m'écraser. Mais en fait, ça a appuyé sur un truc de créativité. Et en fait, je me suis dit, mais fais ton projet. Et finalement, ça m'a réveillée là où on a voulu me tuer. Et j'ai fait mon projet. Et je suis tellement heureuse d'avoir créé cette pièce. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être à tout prix dans un groupe qui ne veut pas de moi, en fait, parce que cette énergie-là, je ne l'ai pas, en fait. J'ai pas envie de « Hey, venez !» Non, moi, je veux créer, je veux travailler avec des jeunes, je veux leur donner de l'espoir, je veux les éveiller. Mais en tout cas, l'énergie, parce que c'est aussi une stratégie, qu'on soit là à parler, etc. C'est pour ça que j'en disais tout à l'heure dans mon texte, pendant que nous, on est là, il y en a qui sont en train de gagner de l'argent, et nous, on est là. Et bien sûr qu'on est super content d'être là et de parler, mais c'est aussi un endroit où, à un moment donné, on nous empêche, quelque part, de gagner de l'argent, très clairement, il faut le dire. Parce que moi, je suis désolée, moi, je suis surendettée, alors que je travaille depuis 32 ans, que j'ai eu des rôles principaux, que je devrais être à l'aise financièrement. Mais parce que j'ai dit non au système, que j'ai dit non à un fucking connard de producteur qui a voulu m'écraser, et du coup, j'ai dû payer 12 000 € pour partir d'une pièce. Moi, petite actrice, j'ai dû payer 12 000 €, un type qui est richissime, et qui, 1 an après, m'a fait virer d'une pièce. Ça, c'est des faits. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un truc, c'est la mafia, parce que j'ai osé dire non. Sauf que, j'ai été élevée par une féministe et une autre féministe, et du coup, je suis debout, surendettée, mais debout. Sur les 12 000 €, là, vous pourriez nous expliquer exactement ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous aviez un contrat et vous l'avez rompu, c'est ça? Et il était prévu au contrat qu'il y avait des dommages et intérêts en cas de rupture de celui-ci? Non, en fait, comme ça arrive souvent au théâtre, j'ai voulu partir de cette pièce parce que vraiment, j'ai vécu l'horreur. Vraiment l'horreur. Harcèlement sexuel, l'horreur, racisme. Et parallèlement, comme ça arrive souvent dans notre métier, j'ai passé le casting pour une série et ils ont mis du temps à me répondre et ils m'ont choisi, j'avais le rôle principal, c'était une série super, et donc comme ça arrive souvent, je suis allé voir mon producteur, dont je tairai le nom, peut-être je vous le dirai tout à l'heure, et la metteuse en scène, et je leur ai dit, voyez, vous savez très bien que là c'est vraiment, je vis l'horreur, je pleure tous les jours, c'est douloureux, j'ai la possibilité de faire autre chose, et surtout j'avais une amie, Sandrine Caquet, super actrice et chanteuse, qui pouvait me remplacer au pied levé, c'est-à-dire que le spectacle n'allait pas s'arrêter. Et en fait, ils n'ont pas voulu que je parte. Donc, ils n'ont pas voulu que je casse ce contrat, comme ça peut arriver. Ils n'ont pas voulu que je casse ce contrat. Pardon, c'est un peu douloureux. Et la condition pour que je parte, après, 1 mois de harcèlement où je ne gardais plus un aliment dans mon corps, j'étais dans un état de stress
et tout, ils ont dit, bah ok, mais tu nous payes 12 000 € pour qu'on casse ce contrat. Et que je vous parle d'un producteur qui est un des très très grands producteurs et très très puissants producteurs français, et une metteuse en scène puissante aussi. Et ils m'ont dit, nous on veut pas que tu partes. Donc donc j'ai dit, c'est pas une question artistique, c'est une question d'argent. Donc ça veut dire que si moi j'étais riche, en fait, j'aurais pu partir comme ça. Bon, et merci Raoul Peck, il m'a dit, pars, avec pertes et fracas, mais pars. Et donc j'ai payé, moi, petite Nadège Bossondiagne, 12 000 € à un producteur qui est richissime, soi-disant pour des nouvelles affiches avec l'actrice. Non, ils n'ont pas voulu que mon amie Sandrine Caquet me remplace. Ils ont fait des auditions. Les musiciens avaient tous dit, nous, on va répéter gratuitement, en fait, parce qu'on soutient Nadège. Et les autres acteurs aussi, ils ont dit non. Et évidemment, il n'y a pas eu de nouvelles affiches. Et pour me punir, la jeune femme qui m'a remplacée, que moi j'ai aidé à travailler, etc., a fait le journal de France 2 en prime time en invité, où moi j'ai jamais fait de promo, rien, etc. Et 1 an après, ce producteur m'a fait virer d'un spectacle quand il a su que j'étais dans un spectacle. Dans un spectacle que lui produisait? Pas du tout. Et à chaque fois qu'il avait l'occasion de dire mon nom, quand j'étais, parce qu'il avait une émission de télé très, très grande écoute, quand j'étais dans un spectacle, il disait tous les gens, limite la personne qui a fait le décor et tout, mais il disait jamais mon nom. Ok. Monsieur, c'est un rire un peu nerveux. Monsieur Didane, vous avez créé votre propre compagnie. C'est une compagnie que vous avez créée. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé facilement de quoi la faire travailler, jouer? Comment ça s'est passé? Oui, on a créé la compagnie de Raoul Productions avec la présidente et d'autres personnes autour de mes travaux, parce qu'en fait, quand je suis sorti du conservatoire, tout ce qu'on me proposait, c'était des rôles stéréotypés. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire mes propres projets. Donc, je vais créer mes propres projets. En fait, j'ai créé un premier spectacle, un seul en scène, parce que je me suis retrouvé aussi obligé à travailler tout seul, à produire tout seul, à mettre en scène tout seul, parce que je voulais vraiment garder ce que j'avais envie de mettre en place et non pas d'être sous tutorat pour moi, blanche, on va dire. Parce qu'à chaque fois, il faut quelqu'un qui m'accompagne pour que je puisse réussir. Et c'était très difficile, encore très difficile pour pouvoir diffuser, par exemple, un spectacle comme Siba, que j'ai joué une vingtaine de fois à Toulouse, parce qu'il a fallu vraiment, vraiment se battre pour le faire. Mais c'est très difficile de sortir, par exemple, de Toulouse. C'est très difficile de pouvoir juste jouer. Je suis le seul comédien qui représente la diversité en Occitanie, je pense. Et j'ai un spectacle que j'estime très fort et qui mérite d'être diffusé un peu partout. Et finalement, je me retrouve coincé, on va dire, à Toulouse, à tourner en rond. Donc, en termes d'aide à la création, ce qu'on appelle aide à la création par la DRAC, on ne l'a jamais eu. Je viens de faire une demande d'aide pour un nouveau spectacle qui s'appelle « Je suis un homme, je suis inapte », qui traite de la question de la masculinité, de la virilité, ce fardeau que moi, en tant qu'homme, me pèse et que je trouve toxique, et que c'est une question que je pensais universelle. Mais à chaque fois que je parlais de ce sujet, j'avais l'impression que ce n'était pas moi d'en parler et que c'était plutôt réservé aux Blancs. Sinon, il fallait que moi, je parle de ma propre masculinité, mais en termes d'origine, en termes de couleur. Donc, bien évidemment, moi, j'ai envie de faire un truc qui me correspond et qui correspond à ma vision aussi de cette chose. Je suis en France depuis 24 ans. J'ai vécu plus ici qu'au Maroc. J'ai les deux visions, j'ai les deux cultures, et je sais combien c'est dur de se rendre qu'on est mal éduqué en tant qu'homme. Et donc, je voulais créer ce spectacle, on n'a jamais eu d'aide là-dessus. Par contre, on est très, très suivi et très accompagné en termes d'action culturelle dans les quartiers politiques de la ville. Là pour le coup, on est accompagné par toutes les instances, on va dire, toulousaines, qui trouvent nos projets aussi innovants, parce qu'en fait, les gens me voient et ils me disent, j'ai envie de faire du théâtre, parce qu'en fait, j'ai vu
je vois quelqu'un qui me ressemble. Donc on n'arrête pas de recevoir des appels de jeunes qui nous disent mais en fait j'ai envie de faire, comment je fais? Et moi je les envoie voir des écoles, voir des réalisateurs, mais ces mêmes réalisateurs, ces mêmes écoles me les renvoient à moi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui peux les comprendre. Et donc il y a aussi ça, nous sommes aidés pour tout ce qui. Moi j'aime beaucoup travailler avec les jeunes, on mène presque 5 ateliers par semaine dans des collèges, en ruralité aussi, parce que pour moi aussi c'est un endroit où il faut aller aussi travailler et permettre à des gens qui sont éloignés de se rapprocher aussi de la culture. Et surtout, je dis souvent que, en fait, on ne leur apporte pas la culture, on va chercher la culture parce qu'il y en a des cultures. Il y a énormément de potentialités, de culture, de langue. Et je travaille avec des allophones, c'est hallucinant comment c'est riche. Moi, ça me touche énormément, ça m'apprend énormément. En fait, ma transmission, je m'enrichis avec cette transmission pour raconter aussi des histoires. Et on travaille avec des lycéens, on travaille que ce soit dans le centre-ville ou à la marge, que moi j'appelle la marge, c'est les quartiers politiques de la ville. Et le problème, c'est que nous, on réussit à amener des personnes habitantes des quartiers dans les salles de théâtre toulousaines. Mais le problème, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire les gens du centre ne viennent pas voir les gens de la marge. Et ça, c'est notre objectif, c'est créer des ponts aussi, des connexions, en tout cas, entre ces deux territoires. Je voulais aussi parler de tout ce qui est lumière, tout ce qui est technique, tout ce qui est maquillage. C'est hallucinant comment c'est. Moi, je me sens à chaque fois démuni parce que, par exemple, une maquilleuse, parce que j'ai toujours vu que des maquilleuses, j'ai pas vu de maquilleur. À chaque fois, elles sont outrées de voir ma peau, de me dire mais oh là là, mais je sais pas quoi faire avec votre peau, je sais pas quoi faire avec vos cheveux, je sais pas quoi. Et moi, je suis tétanisé avant même de tourner une scène. Donc, je trouve ça hallucinant qu'on puisse pas encore faire un travail sur ces choses-là. Les lumières, tout le monde me dit mais on n'a pas de lumière pour ta peau. Et je suis là. Souvent, on va me proposer une lumière chaude. Parce que ça va avec le désert et avec le folklore. Mais jamais on va me dire... Moi, j'ai envie d'une lumière, par exemple, crue, parce que je suis metteur en scène, parce que j'ai aussi une vision de lumière et j'ai envie de créer des choses avec ça. Mais souvent, on est démunis. On n'a pas de possibilités techniques dans le milieu du cinéma, que ce soit dans le milieu aussi du théâtre, qui correspondent aussi à la population. Il y avait... Je voulais aussi dire que avec le projet, par exemple, Je suis un homme, je suis inapte, on a réussi quand même à professionnaliser 2 comédiens issus de la diversité. Et je suis vraiment fier parce que c'était un parcours très, très dur. Souvent, on n'est pas payé pour toutes ces choses-là. Hein. Je tiens à dire qu'on travaille d'arrache-pied pour justement accompagner des personnes qui sont en demande et qui nous sollicitent tout le temps et qu'il faut aussi leur apprendre les codes aussi du théâtre, le code de comment se présenter, parce que c'est assez compliqué. Et voilà, donc on travaille aussi sur un territoire à Papus qui est déserté partout. Pour le coup, c'est pas que la culture, c'est beaucoup de choses. Il n'y a qu'une salle de boxe et nous qui se sont installés dans ce théâtre, dans ce local où on a créé un festival qui s'appelle Map ton quartier, où l'idée c'est justement faire des rencontres culturelles entre professionnels, entre le centre-ville et la marge. Et ce festival, ça a permis, par exemple, cette année, on va créer un opéra urbain où on va chercher des opéras, et non pas l'opéra classique, mais on va mélanger les opéras et tout ça. Donc pour dire qu'on travaille beaucoup dans les quartiers, et je suis vraiment fier et heureux. Après, le problème, c'est que quand ça concerne des scènes conventionnées, des scènes nationales, moi, j'ai envie d'être directeur de théâtre, j'ai envie de donner envie de gens de devenir directeur de théâtre. J'ai pas envie qu'on me voit uniquement à l'entrée du théâtre, où souvent, moi, on me contrôle devant les théâtres, on me contrôle mon sac. C'est cette même personne qui me ressemble, mais jamais elle va contrôler les autres. Donc c'est aussi un travail de profondeur qu'il faut mettre en place, dans le sens que vous disiez tout à l'heure, c'est faire attention à la liberté de création. En fait, je pense qu'il y a énormément de processus de création à changer aussi. C'est-à-dire quand je travaille avec une équipe et qu'elle me voit uniquement par ma couleur, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc il faudrait peut-être aussi que les mentalités commencent à se questionner, comme on le fait par rapport à la question du genre, comme on le fait par rapport à la question d'égalité homme-femme et toutes ces choses-là. Je pense qu'on peut le faire aussi pour la diversité. Il y a un travail de profondeur, en fait, à l'école, dans ce qu'on voit au cinéma. Moi, tout ce que je vois au cinéma, c'est des films
je sais, désolé, bac 31, je sais pas quoi, bac du Nord, je sais pas. L'endroit où on voit le plus de diversité, c'est l'endroit où il y a le plus de négativité, d'agressivité, de violence. Et le film aussi doit changer de récit, comme le théâtre. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment, merci pour vos mots. Nous avons conscience et nous avons entendu votre message selon lequel le changement peut aussi passer par les propositions qu'on fera dans ce rapport et surtout les lois qui en découleront. Merci vraiment, vraiment beaucoup pour vos mots. À bientôt. Merci.